aujourd'hui sera traité par Sofiane Mellès, professeur agrégé à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, urologue de formation, actuellement professeur agrégé en anatomie. Je le remercie d'avoir accepté d'animer ce thème et par la même occasion, je remercie les laboratoires Promoform d'avoir sponsorisé ce thème. Comme vous savez, la dysfonction érectile, auparavant c'était un symptôme sexuel anodin. Actuellement, c'est un baromètre de santé et de bonne santé. C'est un marqueur cardiovasculaire. C'est le chef de file de la dysfonction sexuelle. Je passe la parole au professeur Btache pour nous entretenir des actualités actuellement concernant cette maladie. Merci beaucoup, Coral Louche. Tout d'abord, je tiens à vous remercier bien sûr tous d'être là aujourd'hui à discuter un petit peu de ce sujet qui reste toujours un sujet d'actualité. Je devrais remercier chaleureusement les organisateurs de votre manifestation prestigieuse, les remercier de m'avoir offert cette occasion de communiquer devant vous et remercier les laboratoires Promo Plus qui m'ont contacté à ce sujet. Donc la dysfonction, je suis amené à parler aujourd'hui de la dysfonction érectile chez le sujet diabétique particulièrement. On va mettre un petit peu le point sur les actualités. Bien sûr, depuis une vingtaine d'années, il y a un changement radical de la prise en charge de cette pathologie ou bien de cette affection qui touche une large partie de la population. Et donc, on va un petit peu faire le point ensemble, partager un petit peu ensemble quelques notions importantes sur cette affection. Donc, bien sûr, on va voir l'épidémiologie, c'est très important. L'épidémiologie pour voir un petit peu l'intérêt du sujet. On va voir un petit peu les rappels sur les fondamentaux de l'érection chez l'homme, la physiopathologie de la dysfonction érectile, particulièrement chez le sujet diabétique. Bien sûr, le diagnostic qui est commun à tous les médecins, mais en l'occurrence les médecins généralistes. Et le bilan initial, un minimum de bilan paraclinique à faire avant d'aborder la prise en charge thérapeutique et conclure. J'ai choisi en fait un petit peu cette photo pour introduire parce que ça, c'est deux statuettes en fait qui sont déposées à l'entrée du Stibadéon de Dionysos qui est situé à l'île de Délos en Grèce. Donc Dionysos est un dieu, un émidieu si vous voulez, errant, qui est résulté de la relation entre Zeus et une mortelle, une femme humaine, et qui était un dieu errant, dieu de la vigne, de l'ivresse, etc. Et donc, on a construit ce Stibadéon pour lui. C'est un lieu de rencontre, de partage sur certains sujets, essentiellement culturels. Et donc, ce site il a été pillé par la suite. Et parmi les versions de la destruction de ces deux phallus qui étaient à l'entrée, qui gardaient ce site, donc on dit que ces phallus ont été mutilés à cause donc, de la défaite de la nation. Et donc ça symbolise un petit peu en fait la honte, la défaite, la dysfonction, le sujet d'aujourd'hui, et l'impuissance de la nation. Et donc même un petit peu dans, on va dire, la conscience collective, cette mutilation, ce dysfonctionnement érectile est vécu comme une défaite. Donc, ceci est partagé aussi bien donc, entre la population générale que l'individu. Donc, la dysfonction érectile elle est définie comme l'incapacité persistante ou récurrente pour un homme. Donc, j'insiste un petit peu sur chaque mot à sa place. Donc, persistante, c'est-à-dire qui dure tout le temps, ou récurrente pour un homme à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle. Une activité sexuelle, un acte sexuel normal. Donc, on détaillera un petit peu au moment de l'anamnèse comment identifier chaque élément exactement. Bien sûr, il faut que l'évolution de ce trouble soit constante depuis au moins 3 mois pour donc dire que c'est un patient qui a une dysfonction érectile, donc il doit rapporter ce trouble pendant 3 mois en dehors de tout autre facteur qui peut interagir. Bien sûr, un patient qui a une chirurgie sur la prostate par exemple, ou un traumatisme au niveau de son appareil génital, bien sûr, ne fera pas partir immédiatement de cette définition.
Pour un petit peu illustrer aussi le sujet de... Tout le monde connaît Léonard de Vinci comme un peintre, comme un artiste extraordinaire, mais rares ceux qui savent que c'est un anatomiste vraiment chevronné. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des dissections sur l'animal, il était très curieux, il a fait des dissections sur l'animal, il y a des planches extraordinaires qui illustrent ça, et puis il est passé à la dissection à côté d'autres médecins de l'époque pour faire des dissections sur le cadavre humain. Et c'est l'un donc des premiers qui a un petit peu abordé aussi bien l'anatomie que la physiologie de l'appareil génital masculin. Cette planche qu'on a ici, c'est un petit peu l'introduction de son atlas d'anatomie. C'est l'étude de l'homme nu. La planche s'appelle l'étude de l'homme nu. Mais elle est même interprétée un petit peu par les sociologues, les artistes, etc., comme étant une illustration de la complexité des rapports sociaux à l'intérieur de la société. Et là, bien sûr, en analysant un petit peu la direction du regard, le pénis en état de flacidité, en état d'érection, le rapport de force, etc. Juste pour illustrer un petit peu que le sujet de dysfonction, il est vraiment très ancien dans l'histoire. L'Organisation mondiale de la santé, ça, on l'a appris tous à la première année de médecine, que la santé est un état complet, ou bien de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence d'une maladie ou d'une infirmité. Donc ça, c'est une définition de la santé qui a été mise en place pendant les années 40 et qui n'a jamais été modifiée, mais qui a été détaillée par la suite. Et là, donc, il y a une définition particulière à la santé sexuelle. Là, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble. Et donc, on peut dire tout simplement que la sexualité est l'une des pierres angulaires de la santé en général. Avoir une sexualité équilibrée et qui se passe dans les bonnes conditions fait partie absolument de la définition d'une bonne santé. Bien sûr, l'OMS détaille après comment aborder cette sexualité, etc. On passe. Donc aujourd'hui, si on parle de la dysfonction érectile, c'est parce qu'elle est responsable d'une qualité de vie. Donc ce n'est pas une pathologie qui va toucher uniquement l'individu lui-même, mais elle touche bien sûr le premier intéressé, mais intéresse aussi son entourage, arrivant bien sûr un petit peu jusqu'à les déséquilibres, la perte de l'harmonie du couple, voire un petit peu même cette rupture de connexion de l'harmonie du couple, ce qui a des répercussions donc, qui dépassent évidemment le sujet lui-même, à sa petite famille, à sa grande famille, à son statut social, etc. Donc de nombreux travaux s'intéressent à la dysfonction érectile chez le patient diabétique particulièrement, en raison de son lien étroit avec les maladies cardiovasculaires par le biais d'une, bien sûr, dysfonction endothéliale. C'est vrai, les travaux qui s'intéressent à la dysfonction érectile chez le sujet diabétique uniquement sont peu nombreuses par rapport à l'étude dans la population générale, mais n'empêche que c'est des études qui sont très intéressantes, qui ont des conclusions très importantes qu'on verra par la suite. Et là donc, la relation avec les maladies cardiovasculaires, depuis à peu près 2005 ou 2006, on reconnaît donc officiellement, on a prouvé de façon académique que la dysfonction érectile constitue un signe dit sentinelle, c'est-à-dire un premier signe qui peut apparaître et qui peut prédire donc la survenue de maladies cardiovasculaires par la suite. Un sujet, quel qu'il soit diabétique ou non, qui présente une dysfonction érectile à un âge relativement jeune, donc il faut dire que c'est un patient qui aura des problèmes, qui aurait très probablement des problèmes cardiaques, des affections cardiaques par la suite dans les années à venir et qu'il faudra absolument donc passer à un avis cardio spécialisé et donc le mettre sous surveillance cardiovasculaire. Les études épidémiologiques montrent que la dysfonction érectile a une incidence beaucoup plus élevée chez le sujet diabétique que chez la population normale. On verra tout de suite. Donc là, c'est un article qui est apparu, c'est un article qui a fait couler beaucoup d'encre en 2006, qui a prouvé en fait que la sexualité était, on va dire, un petit peu plus importante qu'on le croyait, ou que les gens croyaient, ou que ne le disaient pas tout simplement. Une étude sur un grand échantillon en France, plus de 1000 personnes, a prouvé que la sexualité est jugée importante chez 71% des hommes et 65% chez les femmes, et que donc 61% des hommes pensent souvent à la sexualité, et contre 34% des femmes. Bien sûr, vous imaginez que
la sexualité. Qui dit sexualité, l'une des composantes les plus importantes, c'est avoir une bonne fonction érectile, évidemment. En 2016, le diabète touche près de 189 millions de personnes dans le monde. Et ce chiffre donc va doubler, au moins doubler, d'ici 2030. La dysfonction érectile est une complication fréquente du diabète. Ça dépend bien sûr de l'âge, des comorbidités, de la durée de l'évolution du diabète lui-même, de l'état de l'équilibre diabétique, et ça dépend aussi bien sûr des séries de la littérature. Ça varie en tous les cas entre 35% et ça arrive jusqu'à 75%. Environ, on sait très bien qu'environ 32%, le tiers des patients diabétiques de type 1 et 46% des patients diabétiques de type 2 présentent une dysfonction érectile. Donc, les deux tiers, un tiers et voire même la moitié des patients diabétiques sont atteints de dysfonction érectile. La dysfonction érectile est parfois le premier symptôme. Un patient qui consulte pour une dysfonction érectile tout simplement chez un médecin généraliste, chez un spécialiste, un neurologue en l'occurrence. Bien sûr, on fait le bilan initial dont on va parler tout à l'heure. On trouve que c'est effectivement un patient qui est diabétique avec un diabète déséquilibré. Le diabète, il est associé à la dysfonction érectile dans 70% des cas à peu près. Donc il y a plusieurs séries qui datent de plus de 20 ans maintenant, donc qui classent un petit peu l'association dysfonction érectile et comorbidité. La dépression sévère vient en premier, suivi par le diabète, et puis bien sûr 8 diabétiques hypertendus sur 10, c'est une association de comorbidité qui n'est pas rare, diabète plus hypertension artérielle. Chez cette population particulière, donc 80%, 8 patients sur 10 présentent une dysfonction érectile, ce qui fait statistiquement un pourcentage très important. De 30 à 34 ans, donc chez une population qui est jeune, qui est en principe à l'apogée de son activité sexuelle, 30 à 34 ans, la dysfonction érectile concerne 15% des diabétiques et ce pourcentage augmente rapidement à 60% après 60 ans. Une notion aussi très importante, c'est que la sévérité de la dysfonction érectile peut être classée de légère à modérément sévère ou modérée à sévère. Donc, elle est directement corrélée au taux d'hémoglobine, chose qui a été prouvée par des études cliniques, au taux d'hémoglobine glyquée avec un taux de dysfonction érectile sévère, je parle que de la dysfonction érectile sévère, qui est inférieur à 9% en cas de l'hémoglobine glyquée inférieure à 8, et donc chez le même profil de patients avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8, ce pourcentage s'élève rapidement à 40%. Et là, donc, on voit une étude très intéressante qui a été menée par M. le professeur Njeri, et donc qui prouve un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est une étude marocaine pilotée par le professeur Njeri de Fès. Et là, c'est une nouvelle étude donc, qui aborde le diabète et la dysfonction érectile au Maroc, et on voit très très bien que chez les diabétiques entre 60 et 69 ans, 96% quand même souffrent d'une dysfonction érectile, et chez les patients de 70 ans et plus, donc 93% avec donc, des différences significatives. L'érection, comment se passe l'érection? Donc l'érection, ça se passe au niveau des corps érectiles, les corps érectiles qui forment le pénis masculin, tout simplement. Ces corps érectiles sont au nombre de 3. Deux corps caverneux qui sont disposés en canon de fusil, aménageant en bas un angle dièdre où va loger le corps spongieux. Les 3 corps sont érectiles, sauf que les corps caverneux ont une membrane, on va dire, une fibreuse qui les entoure, l'albuginée, qui est résistante, qui est dure, donc qui confère au pénis cette rigidité nécessaire à l'accomplissement de l'acte sexuel, à la pénétration en l'occurrence, et le corps spongieux est un corps qui reste à l'état de tumescence, il n'a pas de paroi rigide, et ceci, bien sûr, vous imaginez, pour qu'il ne comprime pas l'urètre qui le traverse au moment, bien sûr, de l'éjaculation. D'accord? Donc ces corps érectiles, les 2 corps caverneux sont amarrés solidement à la tubérosité ischiotique de l'os coxal, mais quant au corps spongieux, il naît au niveau du bulbe spongieux sous le périnée et va bien sûr se continuer jusqu'au gland. Sur le plan microscopique, ces corps érectiles sont formés par
sont apparentés en fait à une éponge vasoactive. Classiquement, on parle d'éponge vasoactive, donc qui va aspirer le sang, qui arrive dans les corps caverneux essentiellement par les artères caverneuses. Il va passer dans les espaces sinusoïdes qui sont à l'état de flacidité contractés. Pourquoi ils sont contractés? C'est parce qu'il y a un tonus adrénergique, hein, c'est le système sympathique qui exerce un tonus adrénergique contractant le muscle lisse à ce niveau. Et puis donc, grâce à une décharge parasympathique au niveau des nerfs sacrés qui est secondaire à une stimulation sexuelle, de quelle nature qu'elle soit, visuelle, olfactive, auditive, etc. Donc, il y a une dilatation de ces artères, un relâchement musculaire lisse au niveau des corps caverneux, et ces espaces sinusoïdes vont se remplir de sang, amenant à un état appelé de tumescence. Donc, cette pression continue à augmenter avec l'albuginée qui va se distendre et qui va donc comprimer le réseau veineux de retour, qui est là, qui devient comprimé avec donc un piégeage entre guillemets de sang au niveau du corps érectile, gardant l'érection jusqu'au bout, hein, jusqu'à que l'acte sexuel soit terminé. Ce retour à la normale, il se fait grâce à une substance dont on parlera tout de suite. Retour à Léonard de Vinci, hein, qui était l'un des premiers à aborder en fait ce sujet sur ce tableau magnifique, hein, qui est le premier tableau de l'anatomie de l'acte sexuel. C'est un tableau très proche de la réalité. Il comporte néanmoins plusieurs erreurs. L'essentiel chez moi ici, c'est que donc il a relié les corps caverneux aux poumons, et donc Léonard de Vinci a imaginé que les corps caverneux, que les corps érectiles vont se remplir d'air au moment donc de l'érection, chose qui a été bien sûr prouvée par la suite, qui n'était pas juste, mais reste quand même qu'il est très avant-gardiste sur ça. Sur le plan moléculaire, la stimulation sexuelle va donner donc une libération locale de l'oxyde nitrique. Hein, c'est le premier déclencheur de l'érection. Hein, la stimulation donc, va donner une décharge parasympathique, comme je viens de dire, donc, par le médiateur acétylcholine, pour libérer une libération locale d'oxyde nitrique, essentiellement par les cellules endothéliales, et cet oxyde nitrique va donner une activation de la guanyle cyclase qui va donner le passage de la guanosine triphosphate, GTP, vers une guanosine monophosphate cyclique active, donc GMPC. C'est la molécule clé de l'érection, donc qui est obtenue grâce à cette activation de la guanyle cyclase par le monoxyde d'azote, et ceci va ramener donc à un relâchement des muscles lisses des corps caverneux, conduisant à une érection, comme je viens d'expliquer. La dégradation de cette guanosine monophosphate cyclique active va donc se dégrader grâce, ou bien à cause, hein, ça dépend de la situation, à la phosphodiesterase de type 5, qui va donc la rendre guanosine monophosphate cyclique, qui est inactive sur ce phénomène de relâchement musculaire. Et les médications de la dysfonction érectile donc, agissent soit à ce niveau, notamment les prostaglandines qui activent donc, la libération locale d'oxyde nitrique, ou bien surtout à ce niveau, hein, avec l'avènement des 5 minutes. D'accord. D'accord, je vais conclure en 5 minutes. C'est très important. Hein? Je me sens un petit peu frustré, mais c'est pas grave, on va aller plus vite. Hein? C'est bon, je vais y aller. Donc sur le plan physiopathologique, il faut savoir que c'est une pathologie qui est multifactorielle. Donc, ces dysfonctions érectiles chez le sujet diabétique résultent des lésions de l'endothélium vasculaire qui ne sont pas des lésions propres au pénis, mais partout. À la neuropathie diabétique, et donc, vous imaginez, avec la neuropathie diabétique, il y a une diminution de cette décharge parasympathique, et les maladies cardiovasculaires avec les manques d'irrigation sanguine, etc. Le tabac, il est très délétère, hein, pour toute la santé, pour l'érection, hein, ça c'est par le ministère de la Santé du Canada, mais donc chez le diabétique qui a déjà une érection, on va dire précaire, hein, ceci est fatal pour l'érection. Cliniquement, il faut tout d'abord donc
un petit peu insister sur l'historique de symptômes. On a dit que ça doit évoluer depuis au moins 3 mois. Et puis la désérection, est-ce qu'elle est initiale? Est-ce que ce patient avait des érections auparavant qui se sont altérées? Ou bien il n'a jamais eu des érections de bonne qualité avant? Et puis bien sûr, chercher s'il y a des troubles sexuels associés, notamment une diminution de la libido, etc. L'examen clinique doit un petit peu inspecter la fonction gonadique, donc examiner les signes sexuels secondaires, palper la structure des corps caverneux, des corps érectiles, mais en l'occurrence les corps caverneux qui fibrosent dans certaines situations, chercher les signes d'artériopathie, notamment au niveau des membres inférieurs, et les signes de neuropathie diabétique, ainsi qu'une évaluation donc, primaire clinique des fonctions cardiaques, hépatiques et rénales, bien sûr consolidée par la suite par un bilan initial. Donc tout ceci va orienter les examens cliniques. L'interrogatoire est une étape primordiale dans le diagnostic de la dysfonction érectile, l'histoire, la qualité de l'érection, le problème d'érection, où est-ce qu'il se vient, est-ce que c'est pour obtenir une érection ou bien pour la maintenir, et puis chercher les autres troubles associés, c'est aussi capital pour s'orienter un petit peu au type. Et puis donc de là on peut tirer des conclusions qu'on peut classer par la suite sur un score particulier qui est l'IEF, l'index de la performance sexuelle en tout cas, de la performance de l'érection. Le bilan biologique doit systématiquement, surtout chez le diabétique, comporter un dosage d'hémoglobine glyquée, ça vous le savez très bien, mieux que moi-même, un bilan lipidique, une NFS, et puis si en cas d'orientation diagnostique, un bilan gonadique s'impose. Le but de la prise en charge thérapeutique est d'améliorer la qualité de vie des patients. On améliore l'érection, on améliore forcément, comme on a dit au départ, la qualité de vie des patients, ça on n'en discute pas. Donc repose sur une approche multidisciplinaire, bien sûr, impliquant plusieurs intervenants. D'accord? Maintenant, la médecine, elle évolue de plus en plus vers une multidisciplinarité, vers une complémentarité. Bien sûr, il y a des gens qui sont en première ligne, mais ils doivent savoir qu'il y a derrière d'autres gens avec qui on peut collaborer. Donc la prise en charge psychologique fait toujours partie d'une prise en charge d'une dysfonction érectile parce qu'en général, ceci est vécu, on a parlé tout à l'heure de la défaite d'une nation, mais chez l'homme, c'est vécu comme un échec personnel. Donc il faut essayer de faire une psychothérapie psychodynamique. Les preuves de concentration sensorielle, c'est très compliqué, ça n'a pas fait ses preuves non plus. La reprogrammation cognitivo-comportementale peut rendre service dans certaines dysfonctions érectiles psychogènes, et les thérapies du couple, donc pour aider tout le couple à franchir le cap. Donc, cette démarche de psychothérapie vise à réduire l'angoisse de performance parce que au départ c'est un acharnement et puis donc c'est un évitement, comprendre le contexte conjugal et essayer de le gérer de façon globale et sensibiliser à la dimension psychologique, modifier les préjugés sexuels que ce soit chez l'homme ou chez sa partenaire et identifier et diminuer la résistance au traitement pharmacologique. La prise en charge thérapeutique peut potentialiser de façon remarquable le traitement. Donc, le traitement médical est l'un des plus, je peux dire que c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire. C'est en fin des années 96, donc on est passé un petit peu de rien, il n'y avait rien du tout, c'était des thérapies populaires, des chirurgies un petit peu, on va dire, à résultat improbable. On est passé aux années 70, et là aussi c'était une découverte fortuite, aux injections à la papavérine, qui a des effets indésirables importants. Et actuellement, donc, on dispose d'une chirurgie beaucoup mieux adaptée dans les cas où les autres médications ne marchent pas. On a une méthode naturelle de l'érection qui est le vacuum, disponible actuellement au Maroc, heureusement. Et donc, les différentes médications orales. Je vais terminer juste sur les inhibiteurs parce que c'est le plus important. Les inhibiteurs de la 5-alpha... de la 5-phosphodiestérase de type 5, c'est le traitement de première ligne. D'accord ? Il est fondé sur l'amplification de la réponse à la stimulation en inhibant donc cette désactivation de la GMPC. La mise en place d'un traitement oral par inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 nécessite un avis cardiologique uniquement chez les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Donc, vous le savez mieux que moi, des patients qui ont un haut risque cardiovasculaire, ils sont absolument contre-indiqués chez les patients utilisant les dérivés nitrés. Les effets secondaires sont peu fréquents, ça dépend d'un inhibiteur à l'autre. Il y en a certains qui sont meilleurs sur ce point-là. L'efficacité globale du traitement dans cette population spécifique de diabétiques, on ne parle que de diabétiques, donc arrive jusqu'à 66% de satisfaction. Et bien sûr, ce pourcentage est le plus élevé chez les patients ne présentant pas
de diabète. Donc, ça, c'est un tableau récapitulatif des différentes substances. Hein. Le plus ancien, c'était le sildenafil. Et puis, donc, la recherche a continué, arrivant au tadalafil, avec une amélioration. Hein, vous voyez des différents indicateurs. Hein. Pour que le sildenafil marche, il faut 25 à 60 minutes. Par contre, à partir de 16 minutes pour le tadalafil, on peut donc avoir un rapport sexuel. La durée d'action arrive jusqu'à la 36 heures. Il y en a qui l'appellent la pilule du week-end. Ça commence vendredi soir et ça termine dimanche après-midi. Hein. Ceci amène à une non-planification de l'activité sexuelle. Il n'y a pas une contrainte de temps très importante. Bien sûr, la stimulation sexuelle, elle est indispensable tout le temps. Et donc, avec le vardenafil, c'est des médicaments qui ont le minimum d'interaction ou qui n'ont pas pratiquement d'interaction avec les repas riches et copieux, avec l'alcool, etc. Donc ça, c'est les études prouvant qu'effectivement, donc les 36 heures du tadalafil ainsi que donc, la bonne satisfaction, il y a même des patients arrivant jusqu'à 72% qui peuvent avoir un rapport sexuel à 37 ans. En cas à 36 heures, pardon. Les autres, en cas d'échec de traitement oral, nous avons bien sûr les injections intraveineuses qui peuvent toujours rendre service. Nous avons je n'ai pas d'expérience vraiment avec ces injections intra-urétrales, mais il paraît que ce n'est pas tellement efficace, il faudrait vérifier. Le vacuum est une méthode qui est naturelle, consiste à faire une dépression pour aspirer le sang dans cette éponge vasculaires qui sont les corps érectiles et donc qui rendent énormément de service en deuxième intention après échec des traitements oraux. Et bien sûr, restent les prothèses péniennes. En cas d'échec de tous les traitements, donc on peut mettre des prothèses péniennes qui ont des résultats extraordinaires, hein, aussi sur les résultats de l'érection. Les mesures diététiques, etc. En conclusion, hein, il y a la solution, il faut y aller. Et je vous remercie. Merci, professeur Melles. Trois questions. La parole est à la salle étant donné que le temps... Trois questions. S'il vous plaît, sur le plan pratique chez le diabétique, avant de prescrire toute médication type tadalafil ou autre, est-ce qu'il faut prescrire un ECG, c'est-à-dire un électrocardiogramme? Et pour préconiser le traitement, il faut démarrer toujours par des petites doses ou il faut aller carrément aux doses fortes? Pratiquement, il faut vérifier si le patient est déjà sous traitement pour une cardiopathie X, hein, hypertension, etc., ou pas, parce que les associations médicamenteuses peuvent avoir un risque. Si le patient n'a pas d'histoire cardiaque, donc vous faites votre évaluation vous-même. Hein, il n'y a pas le patient, vous prenez attention, il n'est pas hypertendu, il n'y a pas de signe d'artériopathie avancée. Ce patient n'a pas un tour de taille qui est très important, il n'a pas de problème métabolique. Ce n'est pas la peine de demander un effet cardio. Vous pouvez commencer par une dose, hein, tadalafil par exemple, par 10 mg de tadalafil et passer aux 20 mg si ça donne rien du tout. D'accord. En général, il n'y a pas de contre-indication formelle, sauf en cas de médication avec les dérivés nitrés ou en cas donc, de cardiopathie déjà étiquetée. J'ai une question pour vous, une question à propos de l'association des alpha-bloquants avec les inhibiteurs de TPE. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une interaction et un retentissement éventuellement cardiaque? Et est-ce qu'il y a des précautions à prendre dans ce sens? Merci. Tout à fait. Donc effectivement, l'association alpha-bloquant, hein, parce que c'est des patients en général qui sont âgés, une prostate hypertrophiée, etc. L'association avec les alpha-bloquants, on est parfois amené à associer les deux. C'est au cas par cas. Chez des patients qui sont équilibrés avec leurs alpha-bloquants, il n'y a pas d'hypotension artérielle, vous pouvez tenter toujours hein, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Hein, sinon, si le patient est a déjà des problèmes d'hypotension avec son alpha-bloquant, donc il vaut mieux changer l'alpha-bloquant et prescrire bien sûr, donc se passer de l'alpha-bloquant et prescrire les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. La dernière question, une petite question. Concernant la prescription des doses faibles, est-ce que vous avez une expérience concernant cette...
Il La demande pré- si... La prescription des doses faibles à 5 mg ou bien 2,5 mg en dose continue. Ah oui, donc vous parlez particulièrement du tadalafil 5 mg en prise quotidienne. Oui, ça a été décrit. Ça a été décrit comme remède pour la dysfonction érectile et l'hypertrophie bénigne de la prostate en même temps. Personnellement, je n'ai pas encore le recul dans ma pratique quotidienne, c'est vrai, je fais cette pratique de temps en temps, mais je n'ai pas d'études récentes qui confirment la supériorité aux autres traitements. Mais par expérience, par contre, chez le diabétique, en général, c'est la full dose d'emblée. Un diabétique qui se plaint de dysfonction érectile, en général, c'est le tadalafil 20 mg d'emblée, à la demande. Donc, merci à vous.